Bonjour. Bonjour à tous. Mon nom est Julien Bergeron, je suis président du mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal. Et je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présent ce midi. Et ensuite, remercier l'organisation du Bloc québécois d'avoir accepté notre invitation. Je souhaite à tous la bienvenue à l'Université de Montréal. Avant de vous présenter au Bloc québécois, chers amis, j'aimerais bien dire quelques mots pour clôturer cette semaine de la souveraineté. C'est drôle, hier, sur le Facebook du MESUM, celui où est-ce que toutes nos activités sont inscrites, il y avait un débat concernant un court article du Devoir qui traitait du nombre de personnes présentes aux différentes conférences organisées par le MESUM. Comme si le nombre de personnes dans une salle, un midi, était tributaire de la popularité de l'idée souverainiste d'un parti ou d'un autre. D'ailleurs, pendant cette semaine, jamais je n'ai eu autant de coups de téléphone pour savoir comment se déroulait la MOB. Ma réponse à chaque fois était « Faites confiance aux souverainistes et faites confiance à ceux qui veulent un débat universitaire sur le sujet. » Ce que moi je retiens de cette semaine, c'est que plus de 1000 souverainistes étudiants se sont déplacés pour parler de souveraineté ou en entendre parler. C'est également que lorsque nous distribuions des pamphlets pour mouvement cette semaine, tout en parlait pendant au moins une minute de souveraineté après avoir reçu le papier. C'est que les étudiants arrêtant devant notre kiosque pour discuter de souveraineté, d'indépendance avec nous. C'est qu'une multitude de personnes veulent maintenant s'impliquer au sein de notre mouvement. Parce qu'ils ont eu un relent de souverainisme avec cette semaine. Qu'ils en soient pour ou qu'ils en soient contre, le but est d'en débattre à l'université comme des universitaires. À l'abri, me dis-je, des pouvoirs démagogiques que ces propos auraient eu sur la place publique. Mais ce n'est pas ce propos que différents acteurs présents pendant cette semaine la souveraineté ont retenu. Ils n'ont retenu que les chiffres des conférences, m'appelant pour savoir si c'était vrai qu'un avait plus de monde que l'autre. Les conférenciers, les politiciens, les différents acteurs, les étudiants ne devraient aucunement s'attendre à une grosseur de salle en particulier ou à un nombre d'auditeurs en particulier. Ils devraient plutôt constater les personnes qui, au moment où ils avaient assisté à leur cours, au moment où ils devaient travailler, aller chercher leurs enfants, et au moment où est-ce qu'ils devaient travailler pour payer leur foutue frais de scolarité, ils ont préféré venir entendre parler et surtout questionner les différents conférenciers pendant cette semaine de la souveraineté. Pour ça, en ma qualité de président, je vous remercie de vous être déplacés et je vous invite à venir militer avec nous. Parce que, comme on disait un de nos conférenciers, le travail doit être une valeur que l'on doit chérir et utiliser à bon escient en matière de promotion de la souveraineté. Le travail passe également par les comités jeunes, alliés à un ou plusieurs partis politiques, un comité unissant tous les jeunes, universitaires, cégepiens, travailleurs, convaincus de toute origine. Le Forum jeunesse du Bloc québécois en est un des plus utiles en la matière. Et pour vous présenter notre invité aujourd'hui, j'invite son président. C'est mon ami, un jeune qui se dévoue à sa passion, le Québec. Veuillez accueillir M. Simon-Pierre Savard. Mon nom est Simon-Pierre Savard-Tremblay, je suis président du Forum jeunesse du Bloc québécois. Attendez, je ça quand je dis un peu bizarre. Alors écoutez, aujourd'hui on est là évidemment donc pour rebâtir l'option bloquiste. Mais évidemment, rebâtir l'option bloquiste, ça ne peut pas se faire sans les jeunes, donc sans vous, sans les étudiants, sans la masse militante, sans cette jeunesse nationale-là, la jeunesse patriotique du Québec. Évidemment, plus largement encore, c'est de faire en sorte que la prochaine élection, celle de 2015, parce que malheureusement, je crois qu'il va y avoir une prochaine élection fédérale au Québec, on va faire en sorte que ça soit notre dernière. C'est ça notre priorité avant tout. Il faut faire en sorte que cette élection-là soit soit rien de plus qu'une étape de plus à franchir sur la voie de la liberté. Tout simplement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada, on n'a pas de rancœur envers lui, on n'a rien contre le peuple canadien, mais c'est tout simplement que c'est pas notre pays. Puis on le voit bien maintenant avec nos députés d'opposition au NPD, on voit que toutes les options fédéralistes, qu'elles soient néo-démocrates, libérales, conservatrices ou même vertes, ne peuvent pas servir les aspirations du Québec pour la simple raison qu'elles reposent sur notre enfermement en tant que minorité. Peu importe ce qui va se passer, on va toujours être une minorité dans le Canada. Puis tout va dans le même sens, parce que c'est pas tant les politiques que le régime fait, que ce soit la Commission des valeurs mobilières uniques, que ce soit le refus d'appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, ou que ce soit le projet de loi pour revoir la Chambre des communes et faire de nous une quantité négligeable à jamais. Tout ça, ça va dans le même sens, parce que c'est pas tant les politiques gouvernementales comme le régime en lui-même. Donc, comme je vous disais, le temps est venu
d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de toujours se dire que c'est pas si pire, puis de ravaler, puis de se dire c'est pas grave, ça va pas si mal, puis toujours se complaire dans la rhétorique compensatoire. Donc c'est à ce défi-là que je veux vous convier, vous les jeunes, et c'est pourquoi il me fait très très plaisir de vous présenter notre chef d'orchestre, parce qu'un président c'est ça, c'est un chef d'orchestre, c'est pas un chef tout puissant, c'est quelqu'un qui est capable d'harmoniser les énergies militantes vives, Monsieur Daniel Payet. Alors, si je comprends bien, Simon Bière vient de vous dire que je vais être le dernier chef du bloc. On va partir comme lettre. C'est quoi un pays souverain? Pourquoi on fait la souveraineté? Bon, il y a des gens qui vont dire, ben oui, regarde, dans les livres, c'est marqué, c'est pour faire ses lois. Je vais le mettre à silencieux. Okay. C'est pour faire ses lois, lever ses impôts, signer ses traités. Là, on est dans une université, généralement, on dit c'est pour ça. Faire ses lois, lever ses impôts, signer ses traités. Moi, j'ai un modèle en la matière. J'ai un modèle de souveraineté. Il y a, à travers le monde, de très grands souverainistes de leur pays. Et je vais vous étonner, mais mon modèle de souverainiste en Amérique du Nord, c'est Stephen Harper. Stephen Harper fait son pays. Stephen Harper construit sur des plans et devis établis en 1982 par M. Trudeau. Et de là, Stephen Harper est un souverainiste canadien. Il fait son pays. Et moi, je le regarde aller. Je l'ai regardé pendant 18 mois face à face aux presses. Et là, on continue de le regarder. Et on doit voir en Stephen Harper un certain modèle de souveraineté. Il fait quoi? Il se base sur quoi? Il se base sur ses valeurs canadiennes, ses valeurs à lui, que les Canadiens partagent. Des valeurs au niveau de sa langue, de leur culture, de leur identité. Des valeurs, ça ne se négocie pas. Des valeurs, ça ne se discute pas. Vous avez vos valeurs, j'ai les miennes, il y en a beaucoup qui se ressemblent. M. Harper a des valeurs, il y en a qui se ressemblent, et il y en a beaucoup qui ne se ressemblent pas. Alors il fait quoi? On va les prendre un par un. Il fait des lois. Et en fait, un certain nombre de lois que, oui, on dit, d'accord, on a déjà voté pour des lois qui étaient présentées par le gouvernement du Canada. Mais là, récemment, qu'est-ce qui est arrivé? Depuis le 2 mai, et l'expression dit « je suis payé pour le savoir », c'est depuis le 2 mai, je suis non payé pour le savoir. J'ai été battu. Moi aussi. Okay. Mais le 2 mai, c'est la première fois dans l'époque moderne où le Parti conservateur du Canada est majoritaire à la Chambre des communes sans l'apport nécessaire du Québec. C'est-à-dire enlever les 5 députés québécois du Parti progressiste, du Parti conservateur, et vous avez quand même la majorité. Donc, et ça, M. Mulroney a déjà été conservateur, plutôt progressiste que conservateur, mais avec l'apport du Québec, et si vous reculez même avant moi, ça veut dire que vous reculez loin, Diefenbaker était premier ministre conservateur canadien, mais avec un grand nombre de députés du Québec, puisqu'il avait l'appui de M. Duplessis, qui était à ce moment-là premier ministre du Québec. Donc, c'est la première fois. Un gars en profite. Okay? Donc, M. Harper dit, moi, je suis le premier ministre du Canada. Il fait des lois, du genre,
C10, on va fonctionner par des numéros. Ce projet de loi-là sur l'effort qui dit que, bon, de l'instant que vous commettez quelque chose de criminel, nous, au Québec, depuis les années 80, on a une politique de réhabilitation et de réinsertion sociale selon nos valeurs. Et le taux de criminalité au Québec est un des plus faibles par rapport au Canada. Mais M. Harper, dans ses valeurs, dit non. Nous faisons en sorte que ce soit plus rough, tough on crime, que nous, on a traduit par « il fait dur en crime ». Tough on crime, et ce qui fait quoi? Ce qui veut dire qu'il y aurait, en principe, plus de personnes emprisonnées. Qui gère les prisons? Les gouvernements de province. Ça fait rien, le code criminel, c'est canadien. Est-ce que c'est en fonction de ses valeurs? Oui. Est-ce que c'est en fonction des nôtres? Je ne pense pas. Autre exemple. Sur les droits d'auteur. Et là, il y a une subtilité linguistique. On se souvient, l'an dernier, il y avait eu un groupe d'artistes québécois qui était venu à la Chambre des communes et qui, d'ailleurs, nous avait salué des tribunes. Et il y avait une cinquantaine au niveau des droits d'auteur. Et en face de M. Harper, petite anecdote, il y avait deux gars, Robert Charlebois et Luc Plamondon. Et M. Harper s'est penché à côté de M. Cannon, Lawrence Cannon, qui était à l'époque son ministre des Affaires internationales, puis il lui a demandé c'est qui ces deux gars. Qu'ils ne connaissent pas, c'est correct. Mais nous, on parle de droit d'auteur. Eux, ils parlent de copyright. Un droit de copie. Même là, au niveau des valeurs, c'est différent. On n'était pas d'accord, on les a tenus, on a été battus, il a gagné, il l'a fait, en fonction de ses valeurs. Le registre des armes à feu. Le registre des armes à feu, on a voulu démontrer que c'était la ville contre la campagne. Et moi, je me souviens que le dernier vote dans lequel moi j'ai participé comme député, ça avait été, je regarde mes feuilles, 151 pour l'abolition du registre des armes à feu, mais 153 contre. Donc, on l'avait empêché. Et moi, j'avais fait un petit calcul. Et j'avais donné ça à M. Duceppe, qui était alors le chef du Bloc. Puis j'avais dit, écoute, Gilles, regarde. Tout le monde dit ça a passé ses fesses. 153, 151. Mais moi, j'ai fait le calcul. Comment les 75 députés québécois ont voté? Bloc, Parti libéral, Parti conservateur, NPD à l'époque. Et nous avions 81% des députés québécois, des 75 qui avaient voté contre l'abolition du registre des armes à feu. Donc 19% seulement qui avaient voté pour. Et j'avais soustrait ça en me disant qu'est-ce que ça donnerait si le Canada n'avait pas le Québec. Et donc, en faisant la soustraction, ça faisait en sorte que 63% des Canadiens, députés canadiens, avaient voté pour l'abolition du registre des armes à feu. Depuis le 2 mai, qu'est-ce qu'on a fait? M. Harper étant majoritaire, il a passé ça, ça a passé, en fonction de leur valeur. Il y a un nouveau projet de loi qui s'appelle le projet de loi pour... Vous êtes emprisonné au maximum 2 ans, mais vous pouvez subir la prison pour 2 ans si vous empêchez de quelqu'un de mettre le drapeau du Canada, peu importe où il veut le mettre. Hein? Il y a la loi maintenant sur faire flotter le drapeau canadien. Bon, je veux bien. Mais de là à imposer une loi, puis de dire on va emprisonner quelqu'un jusqu'à 2 ans parce qu'il a empêché ça, c'est pas... Donc, faire ces lois, c'est ça. En fonction de quoi aussi, c'est ces politiques, en fonction linguistique, on parlait des lois linguistiques, que le directeur de l'organisation
du bureau de des communications, du bureau de M. Harper, soit un unilingue anglophone, il ne s'est pas posé la question. Que le vérificateur général, le comptable en chef du Canada, soit un comptable en chef unilingue canadien, les Canadiens ne se posent pas la question. Pourtant, il y a une belle gang de filles et de gars des HEC de chaque côté qui auraient pu faire le job. Mais on ne s'est pas posé la question. Que des juges de la Cour suprême soient unilingues anglophones, on ne se pose pas la question. Et je vous dirais, au Canada, c'est normal. Je comprends ça. Parce que personne au Québec qui se pose la question, est-ce que le vérificateur général du Québec est un francophone? Ben oui. C'est clair comme du gin de source. Okay? Il faut que ça soit ça. Donc, il y a des choses comme ça où on se dit, est-ce que c'est juste M. Harper? Non. Ce n'est pas juste M. Harper. Puisque dans le cas du vérificateur général et dans le cas du juge, à la fois le Parti libéral du Canada et à la fois les néo-démocrates n'ont pas levé la main. Ils ont vu passer ça. Ils ont dit correct. Quand le Bloc a dit « Hey, ça n'a pas d'allure », ben là, oui, on a fait des charges de cavalerie, on a fait un peu de politique là-dessus, mais intrinsèquement, selon tes valeurs à toi, ça a passé zoom. OK? Moi, je regardais il y a 2 semaines, ou il y a une semaine, le congrès du Parti libéral du Canada à Ottawa. Je regardais ça, CPAC, là. Et ça s'est à peu près tout passé en anglais. C'est normal. Même Stéphane Dion, qui est allé 2 fois au micro, a parlé en anglais, avec son accent. Et c'était normal. Il y a monsieur, devrais-je dire, avec rigueur, monsieur Garneau, l'ancien astronaute, qui lui a parlé en français. 2 fois. Que la whip, c'est-à-dire la présidente du caucus, celle qui gère les 103 députés du NPD à Ottawa, soit une unilingue anglaise, c'est correct. Il y a juste 59 députés sur 103 qui viennent du Québec, mais ils ont élu, parce que eux, ils élisent leur whip, une personne unilingue anglaise. C'est correct. C'est leur valeur. Au niveau des impôts, ils lèvent ses impôts. Bon. Qu'au Canada, il y avait un taux d'impôt pour les grandes entreprises de 21% avant 2007. En 2003, M. Martin, qui était Premier ministre du Canada, libéral, a baissé le taux d'impôt des grandes pétrolières de 28 à 21%. En fonction de quoi? Des valeurs canadiennes. Cette année, depuis le 1er janvier 2012, on est rendu en 2012 l'année. Depuis le 1er janvier 2012, le taux d'impôt des grandes entreprises a passé de 16,5 à 15%. En fonction de quoi? Des valeurs canadiennes. Combien ça coûte? 4 milliards. Est-ce correct? Nous, on dit, si, il semble qu'on pourrait faire quelque chose avec 4 milliards. Donc, 1 milliard, manifestement, vient du Québec, mettons le quart. Mais non, on fait ça comme ça. On a proposé, le Bloc québécois, l'an dernier, et cette année, je m'apprête à faire la même chose, de dire, écoutez, là, on a un déficit, est-ce qu'on pourrait demander aux contribuables canadiens qui gagnent 150 000 $ et plus, de payer temporairement, pour 1 an ou 2% de plus. Maximum, là, 150 000 jusqu'à 250 000, mettons un salaire moyen de 200 000, ben 2% de plus, c'est 4 000 $. Est-ce que quelqu'un ici, dans cette salle universitaire, qui aspire à gagner 1/5 de million de dollars ou 1/4 de million de dollars dans, mettons, 10 ans, allez-vous vous opposer à payer 4 000 $ de plus ou de moins? Ça veut dire 4 000 $, 1/4 de million, ouais. OK? Si tu m'oublies. Mais M. Flaherty dit non. Et nous, on a dit, regardez, là, tout le monde se plaint des bonus, c'est épouvantable, c'est pas d'allure, des bonus aux grands gestionnaires des banques et des grandes entreprises. Moi, je me dis, hey, wow, c'est rien comme ça. Si les entreprises privées veulent payer leur cadre de façon extraordinaire, ça appartient aux actionnaires. Mais, comme gouvernement, est-ce que l'on ne devrait pas avoir une politique fiscale qui dit, minute, si vous avez un bonus
qui vaut une fois votre salaire, c'est-à-dire que tu gagnes 150 000 puis tu as un bonus de 150 000 bien là, c'est beaucoup. Mais si ça dépasse ça, je donne ça comme exemple, si tu reçois 1 million de bonus, là, il me semble qu'il devrait avoir un taux d'impôt plus grand. Ça, c'est mes valeurs à moi, c'est les valeurs québécoises. M. Flaherty me dit, no way. Puis là, je suis revenu, j'essaye d'être imaginatif. Puis là, j'ai dit, regarde, Jim, on devenait intime, hein, parce que je posais la question. J'ai dit, regarde, Jim, si les entreprises qui payent les salaires et les bonus à leur cadre, ils déduisent de leurs revenus de bonus en question pour payer moins d'impôts. OK? On sait comment ça marche. Moi, je dis, regarde, au-dessus d'1 million, là, tu donnes un bonus à quelqu'un, 1 million de dollars, ben là, il faudrait dire à l'entreprise, ben, les sommes au-dessus d'1 million, tu ne peux plus le déduire de ton revenu imposable, comme entreprise. Alors, je sais pas, moi, Bell Canada veut donner 50 millions de piastres à son chef des finances. Bon, aurait été chef des finances de Bell, il aurait aimé ça, là, mais bon. Il veut donner 50 millions, laissez-les faire. Mais pourquoi est-ce que moi, contribuable canadien, je fais ça? Mais ce sont des valeurs qui sont différentes. Bon, on pourrait parler des paradis fiscaux, etc., mais là, je m'étends, je suis rendu à 15 minutes. Les choix économiques au niveau finance, c'est la même chose. On a 420 milliards de dollars pour les dépenses militaires au cours des 20 prochaines années. C'est la prévision du Canada. Ça, là, 420 milliards au cours des 20 prochaines années, c'est trop gros pour expliquer ça aux gens ordinaires, comme disait Jack Layton. Alors moi, j'ai pris une façon. J'ai dit, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Puis j'étais à l'époque député de Hochelaga, donc le seul député au Canada qui avait un stade olympique dans son comté. Là, j'ai dit, tiens, divise 420 milliards à 308 circonscriptions, et j'arrivais autour et alentour du prix du stade olympique. Et là, à ce moment-là, tu te dis, regardez les copains, là, à la place de faire des dépenses militaires, on se paye dans chacun des comtés au Canada au cours des 20 prochaines années. 20 ans, c'est pas long pour construire un stade olympique. J'en veux 308 au Canada. Tout le monde dit, ben voyons donc, es-tu sauté? Non. Ce sont des choix. Il veut faire ça. Laissez-les faire. Mais on s'entend que pour construire 308 stades, ben 307, parce qu'on a déjà celui-là, je l'ai, OK? 307 stades olympiques au Canada, au cours des 20 prochaines années, t'es bien mieux de commencer tout de suite. Pour arriver à temps. Bon. Ce que je veux expliquer là-dedans, c'est, autre exemple, parce qu'il est bon, un F-35. Moi, il y a des gens qui disent, ouais, mais les F-35, il y en a une couple de pourcents, on va construire ça au Québec. Oui, mais un F-35. C'est combien? Et là, il y a François Saillant. François Saillant qui s'occupe là, des gens qui ont des problèmes avec les baux, puis les défenseurs des locataires. J'ai dit, François, puis c'est pas nécessairement un bloquiste, là, j'ai dit, il m'a dit, Daniel, un CF35, c'est 3500 logements sociaux. Un. Puis un logement social, ça sert 24 heures par jour. 365 jours par année. Fait que moi, je me suis dit, tiens, un F-35, est-ce qu'il sert 30 000 heures par année? Y a-t-il 30 000 heures de vol par année sur un F-35? Parce qu'un 3500 logements sociaux, c'est 30 000 heures d'occupation par année. Un CF-35. Ils veulent en acheter 65. Puis qu'est-ce qui va arriver au CF-35? Il va y avoir, si on les utilise, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une nation qui va acheter un CF-36 pour démolir mon CF-35. Okay? C'est ça la guerre. Bon, ça ne fait pas partie des valeurs du Québec. Et c'est ça que je veux exprimer comme étant les valeurs du Québec. On ne parlera pas de politique pétrolière parce qu'on n'a pas le temps. Impôts, loi, traité. C'est quoi ça, signer des traités? C'est signer des traités, les négocier, ne pas les signer, ne pas les négocier, ou les dénoncer. Kyoto. M. Harper, selon les valeurs canadiennes, dit Kyoto
Je veux bien. Alors donc, on dit quoi? On accepte, puis on rentre dans la rame. Peut-être. On n'accepte pas. Alors on fait quoi? On négocie. On négocie quoi? Et avec qui? Juste un petit historique, parce que faut jamais oublier notre histoire, même si on ne l'enseigne plus. Hein. Parce que si vous oubliez l'histoire, vous êtes condamné à la répéter. Moi, ça ne me tente pas de recommencer l'histoire du Québec. Je veux la continuer. 1980, on a perdu le référendum. 1982, monsieur, puis 80, ça fait 32 ans pour vous. 1982, M. Trudeau rapatrie la Constitution et fait la Constitution du Canada sur laquelle M. Harper construit son pays. 1984, M. Mulroney arrive avec le Québec. Puis il dit, dans l'honneur et l'enthousiasme, il faut que la nation québécoise rentre dans la famille canadienne. Hurrah! On l'élit. M. Lévesque, René Lévesque, c'est pas un boulevard, c'est un premier ministre. OK? Il dit, ça a l'allure. Il fait ce qu'on appelle le beau risque. En 1984, il n'est pas loin. 6 décembre 1984. Bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui démissionnent. Et on dit, il y a 5 conditions. M. Bourassa reprend le pouvoir. Il dit, il devrait avoir 5 conditions. Si on veut intégrer la nation québécoise, la famille canadienne, 5 conditions. Que le Québec soit une société distincte ou une nation. OK. Un veto du Québec, tout changement constitutionnel. Une garantie que le tiers des juges de la Cour suprême viennent du Québec. Ensuite, de limiter le pouvoir de dépenser. C'est-à-dire que le gouvernement du Canada veut faire quelque chose, on n'est pas d'accord, donne-nous le cash, on va faire d'autres choses. Et le Québec contrôle son immigration. C'était nos 5 conditions de base. C'était le minimum, quand même. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé depuis ce temps? L'accord du lac Meach, en 87, ça fait 25 ans, où tout le monde dit, OK, les 5 conditions, c'est correct. Mais il fallait que les 11 parlements au Canada soient d'accord. Alors, comme 2 peuples égaux, là, pas pire, ça. Il faut qu'il y ait 11 parlements qui soient d'accord. Vous avez 3 ans pour que les parlements soient d'accord. Ça a été ça, l'erreur de Mulroney. C'était trop long, 3 ans. Qu'est-ce qui est arrivé en 90? Zip, il en manquait 2. Okay. Il manquait le Manitoba et il manquait Terre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? À l'automne 1990, et c'est là que M. Bourassa a dit, 22 juin 1990, le Québec est capable d'assumer son destin et son développement. M. Bourassa a passé proche de faire la souveraineté. M. Parizeau lui a tendu la main et a dit, moi, je suis prêt à collaborer avec mon premier ministre. À l'automne 1990, n'importe quel sondage vous disait 60% des Québécois sont d'accord avec la souveraineté. Peut-être fait par M. Bourassa? Oui. Je m'en fous qui a fait. Je veux la faire. Okay. Donc, qu'est-ce qui est arrivé depuis ce temps-là? En 91, le Parti libéral dit, ouf, Robert, tu vas un peu trop à gauche. Et il y a eu le rapport à l'air. Puis ensuite, il y a eu quoi? M. Mulroney est revenu au pouvoir. Sous le principe de quoi? Sous le libre-échange que le Québec avait appuyé. Et là, Mulroney dit, wow. Je ne veux pas laisser René partir. René était déjà parti. Je ne veux pas laisser Robert partir. Qu'est-ce que je fais? Reconvoque tout le monde. Retour de manège. L'accord de Charlottetown. À peu près Meach. Puis là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'attendre 3 ans, on fait adopter ça par tout le monde. OK? Un référendum across Canada. Quand? Au mois d'octobre 92. Au mois d'octobre 92, il y a eu 3 référendums au Canada la même journée. Un organisé au Canada par le Parlement fédéral, le gouvernement fédéral. Un organisé au Québec par M. Bourassa. Et un organisé sur les nations autochtones. Les 3 référendums ont dit quoi? No way. Au Québec, ça a été 57% non. Au Canada, ça a été 54% non. En Colombie-Britannique, 68% non. En Saskatchewan, 55. On se promenait dans les 60-62. En Ontario, nez à nez,
50.1, 49.9. En 92, en Ontario. Malheureusement, ça a été un copier-coller en 95 au Québec. Donc, des référendums nez à nez, là, c'est déjà arrivé. Alors, qu'est-ce qui arrive? Charlottetown tombe. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un kid au Parti libéral, Mario Dumont, qui dit, non, non, je m'en vais, je fais l'ADQ. Bouchard, qui dit, no way, il l'avait dit un peu avant, moi je fais le bloc. Et depuis ce temps-là, le Parti québécois a pris le pouvoir. En 1995, il y a eu un référendum. On l'a perdu. 50 000 votes de différence. 25 000 personnes qui auraient pu changer d'idée. Depuis ce temps-là, il se passe quoi? Il se passe rien. Alors donc, si on n'adhère pas aux valeurs québécoises, qu'est-ce qu'on fait? Aux valeurs canadiennes, ben, on va-tu négocier? Mais avec qui? Et on va négocier quoi? Et de l'autre côté, là, ils disent non, les Québécois, vous êtes rentrés dans le rang, merci, au revoir. Donc, le Parti libéral du Canada, le NPD du Canada et le Parti conservateur construisent leur Canada. J'ai rien contre, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je me dis, il faut un pays qui nous ressemble. Bon, la semaine dernière, il y a Peter White, un vieux conservateur. Je dis vieux, parce qu'il y a 80. Et en même temps, c'est un vieux conservateur depuis toujours. Peter White, du lac Bronx, lui, il dit Northern Québec, mais quand même, okay? Il dit, moi, je ne me reconnais plus dans ce Canada. Et ce n'est pas juste le Canada de M. Harper, c'est aussi le Canada que les libéraux veulent construire, et c'est aussi le Canada centralisateur du NPD. Alors donc, on regarde ça, puis on dit, ben nous autres, là, on ferait quoi? C'est beau, ok, moi je veux défendre les intérêts du Québec, je défends les intérêts du Québec, mais d'aller un pas en avant. Reprenons quelques exemples, terre à terre. À l'automne, le gouvernement du Canada, pas à l'automne, un an avant, lance un appel d'offres au Canada pour dire, nous voulons des navires de combat. Le terme est exact. On veut construire des navires de combat, on fait un appel d'offres. 3 chantiers maritimes au Canada sont capables de faire ça. Vancouver, Lévis, Halifax. 33 milliards. C'est moins de 420 milliards, mais stades olympiques, là, mais quand même. Un demi-stade par comté, mettons. Bon. Okay? 33 milliards. Donc, moi, comme Québécois, je dis, j'ai-tu besoin de navires de guerre? Non. Lui en veut. C'est correct. Résultat du bid. Les deux contrats. Un 25, un 8. Résultat du bid, 25 milliards, chantier maritime de Halifax. Peter Stauffer, qui est du NPD, dit c'est le plus beau jour pour le Canada. Megan Leslie, qui est elle aussi du NPD, qui dit dans les maritimes, ne voulait même pas que l'on allonge la période de bidding pour permettre à Lévis de le faire. Au moins ça, ils ont fait ça. Et les députés du NPD, il y a eu M. Blanchette du NPD, qui est porte-parole en matière de député de Louis Hébert, ceux qui connaissent Québec, juste au bord de Lévis. Lui a dit, c'est le Canada. Et de quoi on se blâmait? On disait, on n'a même pas eu le 8 milliards parce que le 8 milliards était là à Vancouver. Donc, le chiolage traditionnel du Québécois, c'est de dire, hey, calvasse. OK? Au moins, on aurait pu avoir le 8 milliards parce que d'une manière ou d'une autre, on va en payer le quart de la facture. 33 milliards divisé par 4, ça fait à peu près 8. Si on reste canadien, on le paye. Puis on ne l'a même pas eu. Ça, c'est du chiolage. Moi, je dis, non. Ils ont décidé ça. Mais imaginez-vous ce 8 milliards-là si on le gardait. Juste ça. C'est ça, la souveraineté. C'est garde ton cash chez vous et décide toi-même. Je ne dis pas qu'on va être dans le trèfle jusqu'au genou, mais de 8 milliards qu'on va envoyer à Ottawa pour payer les navires de combat, et si on le gardait? Et si avec le 8 milliards entre Québécois, on se disait, on a-tu besoin des navires de combat?
Pas beaucoup. On a-tu besoin d'une politique maritime? Oui. On a-tu besoin de refaire des ports de mer? Oui. Est-ce qu'on peut aller faire autre chose que juste Montréal, puis Lévis, puis passer par les Méchins, puis aller à Matane, puis aller à Percy, puis aller à Port-Daniel, puis... Ben oui. Puis c'est-tu 8 milliards? Hey, 8 milliards, c'est du cash. Donc, moi je dis, c'est ça la souveraineté. C'est d'être capable de gérer nous-mêmes, d'être capable de faire nos bons coups, d'être capable de faire nos erreurs. Mais nous-mêmes. By the way, le député de Lévis, son chantier est là. Il n'y a personne qui va être engagé là-dessus. Le député de Lévis est un conservateur. Membre du gouvernement. Harper. Stephen Blaney. Il n'a pas dit un mot. Pas dit un mot. C'est vrai qu'il est ministre des anciens combattants, donc lui, il s'occupe des combattants après que le navire de combat a tiré dessus. Bon, mais là, c'est un autre parlement. Okay? Mais comme Québécois, il ne s'en est pas mêlé. Parce que c'est un Canadien. C'est un Canadien. Je n'ai rien contre les Canadiens. Je n'ai rien contre le fait que M. Harper fasse son pays. Mais c'est pas le mien. Est-ce que le Québec serait de gauche, de droite, du centre, du milieu, d'en haut ou d'en bas? Je dis, ouais, le Québec de ses valeurs. Je ne veux pas discuter si le mur doit être bleu, vert ou rouge. Je veux un mur. Je veux ma maison. Je veux être capable d'avoir ma maison. D'ailleurs, c'est mieux de dire je veux ma maison que de dire un mur, parce que, bon, tu rentres dedans. Mais il reste que je veux avoir la possibilité d'avoir ma propre maison, de payer pour, et de décider moi-même. Et de décider quoi? Bien, de décider au niveau de nos valeurs. Ah ouais, ça, j'avais fait une page blanche. Ça, c'était la réaction du Parti libéral sur les chantiers maritimes. C'était ça. Il n'y avait rien à dire. OK? J'ai manqué mon coup, mais c'est correct. OK? On veut quoi? On veut plus de lois sociales, probablement, au Québec, que dans le reste du Canada. On veut plus d'environnement vert au Québec que dans le reste du Canada. Probablement. Mais laissez-nous faire. C'est ça, la souveraineté. Et c'est d'être québécois. Et d'être québécois, c'est faire ce genre de choses. Est-ce qu'on a le temps d'attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, à avoir juste la moitié de nos affaires, puis de dire, bon, ben après, on verra? Non, moi je dis, plus qu'on est dans la période de crise ou dans une période de récession, plus que tu as besoin de ton cash. Hein? C'est normal. Est-ce que le Québec aurait été isolé de la crise mondiale? Ben non. Est-ce qu'on aurait été capable de faire nos politiques industrielles ou nos politiques de démarrage d'entreprise ou nos politiques sociales ou nos politiques d'emploi, nous autres? Oui. C'est ça que je veux. C'est pour ça que je suis souverainiste. Puis là, je me dis, bon, 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être que je parle pour moi. Mon avenir est moins long que le vôtre. OK? Puis je me dis, on ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Il faut prendre son temps. Moi, je suis un relais. Moi, je suis chef du bloc, j'espère être le dernier, mais je suis un relais. Parce que moi, je dis, là, je vous regarde, puis je me dis, vous autres, là, si vous n'en voulez pas de ce pays-là, là, il y a un problème. Si vous ne vous engagez pas, là, il y a un problème. Si vous ne vous mobilisez pas, là, on a un problème. Il l'a dit, lui, là, ça, là, le 19 octobre 2015, c'est la prochaine élection fédérale. Voyez, si là, le 20 octobre 2015, on n'est plus là, si vous n'êtes pas mobilisés avec nous, pas derrière, là, avec et même en avant, ben là, qu'est-ce que vous faites? De quelle façon vous voulez vous mobiliser? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Puis je ne sais pas. Bon, il y a un kiosque là ici, là, on appelle ça un kiosque, c'est une table. OK? Puis on vend des stickers, des affaires de même. Il y a des cartes de membres du bloc. Est-ce que ça vous tente d'être membre d'un parti politique? Il y en a qui me disent, c'est plus la mode. Payer 5$, pourquoi? Bon, peut-être qu'il y a une autre avenue à faire ça. C'est le genre de discussion où moi je suis très ouvert à faire ça. Donc, il faut quoi? Il faut de la passion. Il faut se faire un Québec parce que nous sommes Québécois. Ni plus, ni moins. Et moi, j'espère que je ne fais pas ça tout seul dans ma cour.
C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller, de gagner le leadership, de revenir en politique, puis de dire, bon, OK, vas-y, pousse. Mais si vous n'êtes pas là, vous ne serez pas grand-chose. Il faut être à l'ouvrage. Et je vous convie de vous mettre à l'ouvrage. Comment? Vous connaissez sûrement dans votre entourage un fédéraliste. Sûrement. Vous en connaissez au moins un. Regardez, on est minoritaire et des indépendantistes au Québec. Il y a sûrement au moins un fédéraliste par indépendantiste. Choisissez-vous-en un. Un mou au début. Un mou. Choisissez-vous-en un, puis dites-vous, je me fixe un objectif d'ici un an, d'ici je ne sais pas combien de temps, amenez à réfléchir sur son Québec. Moi, je vais aller m'occuper de Peter White, là, à Blackburn. Okay? Moi, je m'occupe de bien du monde. Ça, c'est ma job. Mais prenez-vous-en un. Amenez-le à réfléchir. Posez-vous la question avec lui ou avec elle. C'est juste comme ça qu'on fait un pays. Le reste du temps, on peut bien se parler entre nous. Là. C'est ça, avant que je parle ou après que je parle, pas grand... Ben, peut-être des journalistes ici que j'ai compris. Merci beaucoup. Je réponds